Bonsoir à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde pour une émission centrée sur le Brésil. Et j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau sur la chaîne donc Antoine Bachelin Sénat. Bonjour chez toi, Antoine. Bonjour, bonjour, un plaisir Raphaël, pour moi aussi partagé, un plaisir de partager la vérité de ce qui se passe au Brésil. Alors oui, donc voilà, on va parler du Brésil où il s'est passé de nombreuses choses depuis ces derniers mois. Donc pour le rappeler, il y a eu les élections en octobre avec les résultats du second tour le 30, avec un résultat très serré et donc évidemment qui a prêté à beaucoup de contestations et de questionnements, évidemment totalement complotistes, c'est-à-dire avec un résultat de 50,9 pour Lula et Ah, énorme. 49,1 Ouais. pour Bolsonaro, avec 2 millions de voix d'écart. D'ailleurs, sur ce point-là, j'ai fait une vidéo avec Radio-Québec qui est disponible sur Odyssée où on analyse pas seulement au niveau algo la modification par les hackers et la croissance exponentielle, mais on analyse aussi énormément de choses qui ont été faites en amont. On va les détailler aussi ici, mais il n'y a pas seulement cette corruption sur les urnes électroniques, mais il y a une corruption, par exemple, au niveau publicitaire. Celui qui dirige le tribunal supérieur électoral, il n'a pas, pour certaines régions, donné les publicités pour Bolsonaro pour des radios, et on a des milliers d'annonces publicitaires pour Bolsonaro qui n'ont pas été passées. Il y a pas mal de dénonciations là-dessus. Et on a aussi des policiers qui, durant les jours de l'élection, ont appréhendé énormément d'argent en cash avec des personnes qui achetaient des voix. On a des personnes qui allaient voter. On leur disait non, vous avez déjà voté, votre nom, elle a déjà été coché. Donc énormément d'irrégularités. Je vous invite déjà sur ce premier point à regarder sur Odyssée l'interview que j'avais faite avec Radio-Québec. On explique déjà, ça s'appelle Jusqu'où ira la fraude. Donc voilà, je vous invite déjà à regarder sur ce point-là déjà, pas seulement la fraude au niveau des urnes électroniques, mais tout un système. Et on va le voir, hein, il y a des liaisons avec le crime organisé, les narcotrafiquants. On va détailler. Il y a Hmm. énormément de choses. Et donc, justement, il s'est passé beaucoup de choses. On va y venir de suite. Donc, avant ça, n'hésitez pas donc évidemment à mettre immédiatement un pouce et à partager la vidéo. Ça aidera pour le référencement. Si vous avez des questions sur le Brésil, vous pouvez les poser dès maintenant. Je verrai pour les sélectionner dans le chat. Donc, après les résultats des élections, on a pu voir un énorme soulèvement populaire. Donc, si on écoute les médias occidentaux, donc Bolsonaro, qui est donc un fasciste d'extrême droite apparemment, qui a perdu énormément en popularité auprès du peuple, on a pu voir quand même de très très gros soulèvements, des grèves, des blocages. Et donc tout d'abord, est-ce que Bolsonaro a officiellement contesté le résultat des élections ou non? Parce que l'attitude de Bolsonaro depuis les élections est assez spéciale et on Ben, n'a pas beaucoup alors, ouais. d'informations. Alors, lors de son discours, le premier discours qu'il a fait, il est resté pas mal de temps en se taisant avant d'aller aux États-Unis. Lorsqu'il a fait son discours, c'était extrêmement rapide, ça a duré 2 minutes, et il a répété que il y avait énormément de fraude. Et déjà, entre le premier et le deuxième tour, son parti, le Parti libéral, a ouvert un dossier en présentant énormément de documents, hein. L'armée aussi avait donné un rapport en montrant que eh bien, il n'avait pas eu accès au code source et que il y avait une possibilité que ce soit manipulé et celui qui dirige le tribunal supérieur électoral ne voulait pas le donner le code source des urnes électroniques. Donc il y avait vraiment là-dessus voilà, beaucoup d'irrégularités qui ont été sanctionnées par l'armée. Et Bolsonaro, lors de son discours, a rappelé ça, qu'il n'a pas eu de réponse sur ce point-là. Et d'ailleurs, lorsque l'armée a examiné, une petite anecdote pour vous montrer à quel point le directeur du tribunal supérieur électoral est ridicule, il a laissé les soldats, ceux qui sont spécialisés en cybernétique, voilà, rentrer dans les salles, dans les ordinateurs, mais ils n'avaient pas le droit de toucher aux ordinateurs. Ils avaient seulement le droit à un papier et un crayon pour, pour analyser certaines parties du code, c'était pas le code source, et donc ils n'ont pas pu aussi faire une analyse beaucoup plus poussée, et justement ils demandaient à faire une analyse plus poussée et avoir accès au code source. Donc voilà, Bolsonaro a rappelé ça, que les urnes électroniques ne sont pas sûres, mais déjà depuis 2018, il dit ça, hein. On avait fait d'autres vidéos aussi en expliquant que depuis 2018, Bolsonaro, il demande
le vote papier et pas seulement électronique, c'est-à-dire une fois que vous avez voté, vous avez un papier qui vous montre, parce que sinon il y a toute une magouille qui est faite, il y a une salle coffre qui est simplement réservée pour certaines personnes qui ont un biais à gauche. On peut expliquer que celui qui dirige le tribunal supérieur électoral, c'est l'ami de Lula, Alexandre de Moraes. Il a travaillé pour des groupes de narcotrafiquants comme avocat, donc Alors, je vais répéter c'est le nom pas parce que tu l'as dit avec l'accent. Donc, c'est Alexandre de Moraes, qui est un personnage très très important en rapport avec les événements récents au Brésil. On pourra y revenir un petit peu plus tard, ouais, de toute façon, ouais. avec Et plus de précision. donc pour revenir pour Bolsonaro, Il a, il a expliqué depuis 2018 que les urnes électroniques ne sont pas sûres. Il a un appui extrêmement massif. Il y avait des manifestations. Il faisait aussi des sorties en moto dans différentes villes où il y avait des milliers de personnes. Je vous invite à regarder de très belles images en termes de symboles aussi de liberté. Même avant, durant le Covid, il faisait ça. C'est-à-dire qu'il sortait à moto avec des milliers de motards pour partager des images de liberté et pour donner de la force au peuple. Et le peuple s'est mobilisé, le peuple était vraiment présent et il suffit de regarder aussi la popularité de Bolsonaro sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Telegram. C'est un des hommes politiques les plus suivis, donc sa popularité est vraiment très forte. Et par contre, Lula, il y a même eu des fakes lors de son investiture, avec des montages qui avaient déjà été faits auparavant. Ils sont spécialistes des montages, mais on arrive à repérer ces montages-là, parce il y avait vraiment peu de personnes présentes, et ils ont augmenté ça avec des montages, des personnes coupées avec un bras. Donc c'est ridicule, et ça c'est visible sur Twitter. Hmm. Ça avait déjà Oui, été c'est expliqué vrai avant. qu'on avait vu beaucoup de ces images-là, et c'est vrai que ça fait un peu écho avec les élections américaines, où on avait pu voir C'est la donc même les chose, meetings oui. de Joe Biden, où il y avait une sorte Ouais, beaucoup de différences. On voyait beaucoup de photos prises par des smartphones qui montraient pas du tout la même masse de monde que les photos montrées par ouais, les médias. Et c'est aussi comme en France avec les ouais. fameuses photos, je vous le rappelle, des gilets jaunes, c'est-à-dire que les médias qui expliquaient que les gilets jaunes étaient 5 dans la rue et qui n'étaient que très peu nombreux, alors que bon. Pour les personnes Tout à qui fait. étaient dans la rue au début des événements, on pouvait Ouais. voir qu'il y avait une modification du chiffre officiel. C'est toujours la même chose, c'est une inversion accusatoire, alors que nous sommes la majorité. Moi, j'ai écrit un livre dont le sous-titre est La force de la majorité contre une dictature corrompue. C'est un peu plus long que ça, mais en expliquant que nous sommes la majorité qui avons des valeurs millénaires, et la minorité qui, qui fait partie des mainstream médias, ils veulent imposer des visions qui sont minoritaires à nous qui sommes majoritaires. Et c'est terrible. La dictature, ce sont eux, ces médias mensongers, qui essayent de nous l'imposer. Et donc, cette inversion accusatoire fait que les patriotes, ceux qui sont pro-Bolsonaro, sont présentés comme des extrémistes, alors que Bolsonaro n'est pas d'extrême droite, il est du centre. On peut détailler un peu aussi ses résultats. Il a fait énormément de social, je l'avais expliqué dans d'autres vidéos. Il a construit des viaducs dans le nord du Brésil, qui sont des régions très pauvres, dans lesquelles les habitants étaient obligés de payer pour avoir accès à l'eau. Durant des années, ils payaient des citernes, des camions-citernes qui appartenaient à des mafias qui finançaient la gauche de Lula, alors que Lula promettait de toujours construire des viaducs, mais ne l'avait jamais fait. Bolsonaro, en quelques mois, a construit ces viaducs et a permis, il y a de très belles images qui montrent l'eau arriver. Et ces populations du Nord, maintenant, sont pour Bolsonaro. Ces régions du Nord se sont enrichies ces 2 dernières années. L'extrême pauvreté a baissé au Brésil alors qu'elle augmente dans le monde. On a des faits économiques qui sont extraordinaires ici au Brésil, et qui demandent à être remontrés ou montrés une première fois, parce que les médias mainstream montrent l'inverse. Vous montrent comme si chez Bolsonaro, il y avait beaucoup, par exemple, l'Amazonie était brûlée, alors que c'est l'inverse. Non, on a une déforestation qui baisse. Et là, je vous invite à regarder un article, par exemple, que j'ai fait, une interview sur La Vérité libérée, où justement j'expose tous les résultats de Bolsonaro dans le social principalement, l'accès à l'égout pour les favelas. Donc il y a énormément de choses qui ont été faites, mais les médias sont d'une inversion accusatoire.
Alors que Bolsonaro fait pour la majorité, fait pour le social, il est présenté comme quelqu'un d'extrémiste, comme quelqu'un d'homophobe. Moi, j'ai différents articles dans mon livre, donc j'ai écrit un livre sur Bolsonaro qui s'appelle Bolsonaro, mythe et mensonge, où j'explique dans différents chapitres, je reprends tous les points soi-disant polémiques, mais qui en fait sont euh, qui s'effondrent par eux-mêmes, qui sont non fondés, qui sont présentés par les médias mainstream comme s'il était nazi, comme si Bolsonaro était homophobe, comme si Bolsonaro était génocidaire. Et donc, je reprends point par point dans différents Hmm. chapitres en expliquant que non, c'est l'inverse. Il fait du social, c'est lui qui a fait le plus de lois pour les droits de la femme. J'explique énormément de points là-dessus. On est Oui, en tout toujours cas, dans on la peut dire nation que le accusatoire. bilan économique du Brésil a été quand même très positif pendant le mandat de Bolsonaro. Je te vois Malgré régulièrement une guerre en publier justement Ukraine, des oui. données sur Ouais. l'inflation, par exemple. Oui, malgré une guerre en Ukraine, malgré le Covid, malgré tout ça, elle a tout de même réussi à, euh, à faire que l'agro-business aussi enregistre une croissance, une production record parce qu'il a cherché des engrais, des fertilisants en Russie, il a euh, fait baisser les impôts fédéraux, il a augmenté l'accès au crédit d'investissement. Donc on a énormément de l'accès aux terres aussi, énormément de titres de propriété qui ont été donnés aux, aux propriétaires, à ceux qui exploitaient en fait les terres, qui demandaient ces titres depuis des années, ces titres agricoles, ces titres ruraux. Hmm, Donc oui, énormément de choses qui ont été faites. hmm. L'économie, on a Paulo Guedes qui est le meilleur ministre de l'économie que le Brésil n'ait jamais connu. Oui. Donc, de toute façon, on peut inviter les gens à regarder les statistiques officielles du Brésil pour voir Tout à fait. si les actions de Bolsonaro furent bonnes ou non pour le pays. Donc, il y a une question en lien donc avec Bolsonaro, c'est-à-dire que là, actuellement, Bolsonaro serait donc en Floride, et la question, c'est Bolsonaro est visé par une enquête suite aux événements. Alors, l'événement en question, c'est parce qu'il y a eu donc un événement très important, c'est ce qu'on appelle une insurrection. Les médias parlent donc d'insurrection. Il y a plusieurs milliers de manifestants qui sont allés donc à Brasilia au Parlement et au palais présidentiel et la zone a été saccagée. Il y a eu de nombreuses arrestations. Et donc, la question c'est est-ce qu'il va être extradé comment ça se passe en fait l'enquête qui vise Bolsonaro? Bon, alors déjà, il faut reprendre qui fait cette enquête-là, et puis on pourrait faire un parallèle aussi avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Vous savez, des tentatives d'impeachment pour, euh, pour Trump. Et puis, à l'époque même où il y avait l'insurrection au Capitole aux États-Unis, on avait les tweets de Trump qui disaient rentrez chez vous, nous sommes le parti de l'ordre et de la loi, nous sommes un parti qui manifeste sans rien casser. On a vu exactement. Alors il s'est fait bloquer. Il a été viré de Twitter à cette époque, si vous vous rappelez, Donald Trump. Hein, on retrouve aujourd'hui ses tweets, alors que il incitait non pas à la violence, il incitait au calme, il incitait au fait de rentrer chez soi, il incitait au fait de ne rien casser. Donc ça, c'est un premier point déjà à rappeler, parce qu'il y a déjà une désinformation sur ça aux États-Unis, et on a un attentat sous faux drapeau qui a été fait donc avec énormément d'infiltrés, des black blocs, des antifas aux États-Unis, qui a été montré énormément de fois. On a la même chose au Brésil ici, qui a été montré avec énormément d'infiltrés qui étaient avant le groupe des manifestants, donc avec des histoires abracadabrantes, un peu comme aux États-Unis où certains policiers entre guillemets ouvraient déjà des barricades pour qu'ils rentrent, étaient invités à rentrer. Donc il y a énormément de un point intéressant aussi qui a été montré, on a des, des anciennes, des souvenirs entre guillemets, allez, on va appeler des monuments ou alors des objets qui sont gardés d'autres présidents. Et on avait des objets en l'honneur de Lula qui n'ont pas été cassés, par exemple, alors que d'autres objets, d'autres politiques ont été cassés. Donc on a plein d'éléments accumulés qui sont un petit peu bizarres, mais c'est totalement un attentat sous faux drapeau où on se rend compte qu'il y a énormément d'antifa, de black blocs qui sont déjà recherchés pour d'autres casses hein, qui sont connus, leur physique est connue, qui sont Hmm. recherchés. Donc c'est un ce qu'on appelle un attentat sous faux drapeau qui a été fait par cette gauche de Lula radicale, extrémiste. Moi, c'est cette gauche-là qui est extrémiste, radicale. On pourrait, moi, j'avais expliqué leur absence de programme et qui est en fait leur programme international d'idéologie du genre. Mais c'est un autre sujet. Mais ils sont complètement dans cette idéologie et puis dans la corruption totale.
Mais voilà, Hmm. cet événement lui-même, les médias adorent le sensationnalisme et donc ils s'emparent de cette destruction, alors que cette destruction avait eu lieu aussi il y a quelques années. Il y a eu aussi la gauche qui a déjà saccagé le Congrès, qui a déjà saccagé les- l'esplanade des ministères il y a plusieurs années. Donc c'était montré que en 2003, 2004, lorsque la gauche saccageait euh, voilà, casser des vitres, rentrer, saccager, oui. C'était démocratique, mais aujourd'hui, quand ce sont des manifestants qui demandent simplement les codes sources des urnes électroniques et qui sont révoltés parce qu'ils n'ont pas eu de réponse là-dessus, eh bien, on voit toujours le double standard des merdias menteurs, comme quoi, comme quoi eux sont des extrémistes, sont des terroristes, et c'est terrible, alors que la répression est utilisée. On peut détailler après ce qui s'est passé pour les Hmm. manifestants. On a ces mille deux Mais, cents mais manifestants qui ont été Mais la question, parqués. ce serait surtout donc dans quelle situation se trouve Bolsonaro? Donc, est-ce qu'il est toujours en Floride? Alors apparemment, ce serait à la base parce qu'il a eu un problème de santé. Mais donc la question, c'était l'enquête qu'il y a sur Bolsonaro. Est-ce que c'est une enquête qui peut être dangereuse pour lui? Non, non, non. C'est comme, vous savez, il y avait énormément de fausses enquêtes pour Trump. C'est pour ça que je parlais de Trump. Tout ce qui avait été sur la Russie, les ingérences de la Russie, etc., totalement inventé. Ça avait été prouvé que justement ça a été totalement inventé. Ici, c'est la même chose. Vous savez, ils inventent n'importe quoi. C'est toujours la même inversion accusatoire, vous savez, comme si Bolsonaro était quelqu'un qui incitait à la violence, qui ne respectait pas la démocratie, alors qu'il n'a répété durant ces 4 années de présidence qu'il agissait toujours dans les 4 lignes de la Constitution. Et donc, il n'a jamais, et durant ces 30 ans aussi de politicien, ça c'est important de le rappeler, il n'a aucun cas de corruption durant ces 30 ans de conseiller municipal, puis de député. Donc, ça c'est un point extrêmement important à rappeler. Alors que si vous ajoutez toutes les corruptions du parti de Lula qui a envoyé l'argent du BNDES, le Banque nationale du développement économique et social, qui a envoyé les sous qui normalement étaient réservés au Brésil, envoyés au Mozambique, à faire un métro, par exemple à Caracas, alors que dans la ville de Belo Horizonte au Brésil, il n'y a pas de métro. On additionne tout ça et on a plus que des centaines de milliards, on a des trillions qui ont été détournés, pas seulement dans ses poches, mais à des amis de gauche, de dictature communiste. Et un point aussi important qu'il faut le rappeler, lorsque ces merdias mainstream font une inversion accusatoire, ils oublient de rappeler que les terroristes, ce sont ceux du parti de Lula qui, dans les années 1950-1960, ont fait des attentats à la bombe ici au Brésil en tuant des civils. Pourquoi? Ils voulaient créer une dictature communiste, sur l'exemple de Cuba, sur l'exemple du territoire en Colombie qui est occupé par les FARC, avec des narcos qui délimiteraient toute une zone au Brésil autour de Araguaï, qui remonte jusqu'au nord du Brésil. Et donc il y avait cette tentative d'instauration de dictature communiste au Brésil, avec des attentats à la bombe qui ont tué des civils. Et donc, ça, c'est un point à rappeler. Ceux qui se présentent aujourd'hui du parti de Lula comme des démocrates, ce sont ces personnes-là, ce sont ces communistes violents, extrémistes, qui tuaient des civils. Hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui est reconnu aujourd'hui officiellement ou c'est le genre d'affaire qui reste encore obscur, où il n'y a pas eu de condamnation officielle pour cette période-là, des années 60-70? Ouais. C'est 50-60, années 50-60. Alors là, c'est 50-60, intéressant pardon. aussi, justement, et je le raconte dans mon livre. On a Bolsonaro aussi qui était un des seuls députés à s'opposer à ce que la gauche réécrive l'histoire, parce que la gauche qui a dominé durant des décennies, même dans les manuels scolaires, voulait réécrire l'histoire, et alors que les militaires appuyaient la population qui ne voulait pas d'une dictature communiste, la population allait dans la rue et disait non, le Brésil ne sera pas un nouveau Cuba. On a des médias mainstream et on a les manuels scolaires qui vous présentent le Brésil comme ayant été une dictature militaire, ce qui est totalement faux. Les militaires ont défendu la population contre les communistes terroristes qui faisaient exploser des bombes et qui essayaient d'instaurer une dictature communiste au Brésil. Hmm. Et voilà, par contre, la gauche qui est restée au pouvoir des années a réécrit les manuels scolaires pour falsifier l'histoire en expliquant que eux
étaient des défenseurs de la démocratie, eux étaient des soldats de la révolution qui se battaient contre le méchant capitalisme, et que les militaires étaient des dictateurs, que les militaires étaient des violents, que les militaires euh, les avaient chassés, que les militaires étaient des violents, alors que je viens de vous expliquer que c'est le contraire. Ce sont des communistes violents qui veulent le pouvoir, qui s'allient avec des narcotrafiquants. Donc, on a aujourd'hui celui qui dirige le tribunal supérieur électoral, qui a été nommé par le parti de Lula, et qui justement, lui, a facilité cette fraude électorale et qui a permis à Lula d'arriver au pouvoir. Lula n'aurait même pas dû se présenter. Lula n'aurait dû rester en prison. Ça, c'est déjà un premier point. Justement, est-ce que tu peux présenter quand même un petit peu Lula et son passif? Parce que, donc, avant que tu commences, j'invite tous ceux qui vont regarder cette vidéo de regarder donc des interviews, des documentaires, des émissions, donc des médias occidentaux sur la situation au Brésil. Et donc, vous allez voir comment Lula est présenté, c'est-à-dire qu'il est présenté comme un Nelson Mandela, quelqu'un qui est sorti de prison et qui a pris le pouvoir et qui est en train de sauver le peuple. D'ailleurs, suite aux événements au palais présidentiel, donc il parle du fait que Bolsonaro, d'ailleurs, n'avait pas reconnu, même s'il avait dit qu'il était contre, ils utilisent toujours des termes pour dire c'est à demi-mot, au bout des lèvres, que Lula a donc plus d'autorité aujourd'hui, que ça justifie encore plus sa position en tant que président. Mais donc Lula a quand même un passé assez particulier, donc peu de personnes doivent le connaître quand même. Donc est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu donc son passif, surtout en termes de condamnation et ses années en prison qu'il n'a pas fait entièrement? Justement, je vais expliquer pourquoi elle n'a pas fait entièrement il n'a pas purgé sa peine. Il a été condamné à 12 ans de prison, donc c'est déjà corrompu. Et pour certains faits seulement, hein, pas les détournements qui ont été envoyés au Mozambique, au Venezuela, à Cuba sous forme de prêts, mais que les Brésiliens n'ont pas encore revus et qui ne reverront jamais parce qu'ils ne sont pas prêts de commencer à être remboursés. Hein. Donc Lula a été condamné à 12 ans de prison. Et ceux qui l'ont libéré par un tour de passe-passe sont partis, les a nommés. Euh, c'est un suprême tribunal fédéral, donc c'est un peu comme aux États-Unis. Le Brésil, c'est un pays décentralisé qui a une cour qui s'occupe de certains sujets de constitutionnalité. Et donc, ils ont pris ce sujet-là et comme ils ont tous été nommés par le parti de Lula, ils ont libéré Lula en utilisant un tour de passe-passe, en disant que Lula n'aurait pas dû être jugé dans telle juridiction, mais aurait dû être jugé dans une autre. Simplement, Il a en ne été libéré au remettant bout pas en de cause. 580 jours de prison, il faut quand même le dire, donc sur les 12 ans. Oui, elle aurait dû faire énormément plus. Elle n'aurait pas dû du tout se représenter. Sa corruption a été prouvée, comme je vous ai expliqué. C'est révoltant. C'est des trillions, c'est plus que des centaines de milliards, donc c'est extrêmement révoltant. Et donc, ceux qui l'ont libéré font partie du suprême tribunal fédéral. Et donc, avec ce tour de passe-passe, ils ont permis à Lula d'être libéré, de pouvoir se présenter, ce qui est terrible parce que normalement, pour faire un concours, par exemple, vous voulez faire un concours pour être professeur, il faut que vous devez avoir un casier judiciaire vierge. Par contre, lui, il peut se présenter en tant qu'homme politique avec un casier judiciaire vierge. On a aussi ceux qui manifestaient pour avoir le code source des urnes et qui ont été emprisonnés par Lula, qui manifestaient devant le Congrès. Ont été encore en prison, encore aujourd'hui, ils sont encore en prison, hein, donc ça fait depuis, ça va faire bientôt presque 20 jours à peu près, je crois, oui, qui sont emprisonnés, alors que certains narcotrafiquants, en 24 heures, sont libérés. Donc il y a aussi un deux poids, deux mesures terrible. Des manifestants, deux sont morts déjà, il y en a 1200 qui ont été emprisonnés dans un gymnase sans accès à l'eau, sans accès aux toilettes. Deux déjà sont morts, hein. On a des personnes âgées de plus de 72 ans, on a des enfants aussi. Oui, donc ce sont des personnes, pour Mais le rappeler, qui ont été arrêtées suite à l'événement, donc là, le mardi 10 janvier. Donc voilà. c'est 1200 personnes qui ont été enfermées et donc dans un gymnase, il y a déjà donc eu 2 morts suite aux conditions de détention, on peut dire ça. Alors j'aimerais juste prendre un commentaire parce que il y a des personnes qui semblent quand même pas forcément
en tout cas qui semble très critique de Bolsonaro, c'est quelqu'un qui me dit que apparemment donc l'invité, c'est-à-dire toi Antoine, tu serais donc un bolsonariste fanatique, tes arguments seraient biaisés, il ne faudrait pas t'écouter. Alors moi je voudrais juste te dire d'abord, c'est que pour la personne qui s'appelle donc Sandra, si vous voulez des informations totalement contre Bolsonaro, il vous suffit tout simplement de regarder tout ce que produisent les médias occidentaux. Là, on fait cet entretien que vous pourrez vérifier par vous-même sur ce qui va être cité pour donner un autre son de cloche, parce qu'il semble quand même au moins évident, au moins sur ce cas-là, que la prise de position de la part des médias occidentaux semble plutôt biaisée, étant donné qu'on présente encore une fois donc Lula comme un immense héros et Bolsonaro uniquement comme un monstre. D'ailleurs, Lula, suite à l'affaire de l'insurrection, il parle du fait que les partisans de Bolsonaro seraient tous en fait des fascistes, y compris il a même utilisé le terme de nazis. Donc, c'est fait exprès, ça a été utilisé justement pour censurer. Déjà avant les élections, on a eu toute une censure et merci Elon Musk qui a viré tous les employés de Twitter au Brésil. Merci, on va voir si ça va changer maintenant. Mais ça dépendait aussi d'un ordre de Alexandre de Moraes. En fait, celui qui a censuré, c'est Alexandre de Moraes, toujours le même, celui qui est à la tête du tribunal supérieur électoral et qui est ami de Lula, du parti de Lula et qui est allié avec des narcotrafiquants. Donc c'est lui qui censure. Il a censuré énormément de journalistes, alors que les médias mainstream vous présentent Bolsonaro comme quelqu'un d'autoritaire, comme quelqu'un qui censure, alors qu'il n'a jamais censuré personne. Bolsonaro n'a jamais rien censuré, au contraire, il poussait à plus de liberté, il voulait qu'il y ait une Fox News aussi au Brésil, donc il veut plus de médias, il n'a jamais censuré personne. Donc là-dessus, voilà, c'est un point extrêmement important à apporter. C'est surtout le fait que Bolsonaro, alors c'est un peu marrant de dire que je suis pro Bolsonaro. Moi, je suis simplement contre la corruption. Voilà, simplement, vous avez n'importe qui, si vous voyez entre la corruption, si vous analysez un petit peu entre la corruption de Lula que je viens d'expliquer, des trillions, et Bolsonaro qui en 30 ans n'a aucun cas de corruption, et regardez un peu ses résultats économiques. Hein, j'ai un article, regardez, sur la vérité libérée, où j'explique, où je donne tous ces chiffres qui sont sourcés. Hein. Vous avez les liens sur la déforestation aussi qui a baissé sous Bolsonaro. Vous avez accès aux liens. Donc regardez tout ça. Et justement, il faut que cette vérité soit affirmée parce que on a un vrai coup d'État qui a été fait. C'est un coup d'État qui a été fait. Justement, c'est toujours l'inversion accusatoire. Vous avez les médias mainstream qui vous disent oui, Bolsonaro et ses partisans veulent un coup d'État, ils veulent, ils disent que l'élection a été fraudée, mais ils veulent qu'il reste au pouvoir, ils veulent tout casser, ce ne sont pas des démocrates. Alors que si vous creusez, celui qui dirige le tribunal supérieur électoral a été nommé par le parti de Lula. Déjà, sur ce point-là, vous pouvez dire, mais bon, déjà, c'est un premier point qu'il faut questionner. Deuxième point, ce même ministre censure tous les... Donc un petit problème de connexion de la part d'Antoine. Est-ce qu'on C'est m'écoute? bon. Ouais, c'est bon, c'est revenu. Ouais, j'étais parti. C'est bon, Est-ce qu'on on m'écoute? t'écoute. Ouais, c'est bon, désolé. Alors, je disais que ce ministre du tribunal supérieur électoral censure tous les journalistes de droite, censure aussi des hommes politiques. On a Daniel Silveira, qui est un homme politique qui dénonçait la corruption de Alexandre de Moraes, qui disait que Alexandre de Moraes était un avocat qui travaillait pour le crime organisé, pour des narcotrafiquants. Il l'a expliqué et sa chaîne YouTube est tombée. Son profil sur Twitter a été fermé, censuré, et pire que ça, il y a une milice armée d'Alexandre de Moraes, des policiers spéciaux de ce directeur du tribunal supérieur électoral, qui sont allés chercher Daniel Silveira, ce député, et il est resté 8 mois en prison. Donc voyez la dictature dans laquelle ces soi-disant démocrates qui sont présentés par les médias internationaux sont en fait, voilà, questionnés tout ça. On est Et, dans une véritable dictature. et donc justement, quand on observe donc les commentaires des médias, qui explique que tout simplement la population qui soutient Bolsonaro, qui est de moins en moins importante, qui est donc fan du populisme et qui fait partie du complotisme parce qu'ils veulent donc contester le résultat des élections.
et qui ne sont pas pour la démocratie. C'est-à-dire qu'un argument intéressant de la part des médias donc occidentaux, c'est que apparemment tous les chefs d'État de la planète et de toutes les démocraties soutiennent Lula, et surtout depuis l'insurrection. Donc, quel est en C'est fait, extrême. toi qui es donc sur place, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus donc sur le soutien Tout à fait. de la population Oui, par oui, rapport à bah, Bolsonaro? Est-ce que le soutien est toujours important? Est-ce qu'il se réduit? Et d'ailleurs, extrêmement il fort. y avait une question Non, qui a non. été posée sur ça. C'est donc suite à cet événement-là et au fait que Bolsonaro donc n'est pas présent, il est en Floride, il y a une enquête. Finalement, Lula est quand même élu. Il a le soutien donc de l'Occident. Est-ce qu'il y a un C'est une risque fausse de enquête, guerre oui. civile? Est-ce qu'il peut y avoir un risque de guerre civile vu qu'on parle quand même de mobilisation très très importante de la population? Guerre civile, non. Après, on verra comment ça va évoluer. Mais en tout cas, des manifestations fortes, oui, qui ont déjà été faites et qui avaient été faites déjà entre le premier et le deuxième tour. Euh, mais les principaux dirigeants de ces manifestations étaient enfermés. Donc, il y a une censure, une répression vraiment très forte. Mais de toute façon, on a eu un impeachment de Dilma Rousseff. C'est possible aussi à nouveau d'avoir un impeachment. En tout cas, il va y avoir de grosses manifestations. Mais quand vous discutez avec la majorité des gens dans les rues, les gens savent que Lula est un corrompu et cela se sait, cela a été montré. Cela a été montré. Ils savent qu'il a été en prison, donc voilà, vous pouvez vous fermer les yeux, essayer de ne pas le voir. Ils le savent forcément dans un coin de leur tête que Lula est corrompu. Donc voilà, sur Bolsonaro, ils vont essayer à chaque fois vous savez, ils ont fait des faux cas ici de, comme ils n'ont pas de cas de corruption à lui reprocher, ils inventent comme quoi il serait homophobe, comme quoi il serait génocidaire. À chaque fois, ça tombe à l'eau. Alors, à chaque fois, ils inventent quelque chose de nouveau. Maintenant, ils disent, ah, il a utilisé je ne sais pas combien avec sa carte de crédit. Ça a été montré après que c'était pour aider des réfugiés vénézuéliens. Voilà, il a payé un repas à des réfugiés vénézuéliens énormément. Il a dépensé énormément. On m'entend? Hmm. Oui, je Est-ce qu'on t'entends. m'entend? Ouais, ah, pardon. Bon, bah, Alors c'était désolé pour sorti les problèmes ici. de connexion parce que donc Antoine est au Brésil, donc il y a une petite Désolé, distance, mais on t'entend. pourtant j'étais bien connecté au 5G. J'ai essayé juste à l'instant aussi de le remettre en 5G, peut-être que c'est mieux. Et donc il a utilisé en fait son carton, sa carte de crédit corporate vénézuélien. Hein, et donc voilà, il est accusé pour ça, mais c'est toujours Alors là, désolé pour les problèmes de connexion, c'est bon, on t'écoute. Donc ils inventent à chaque fois des fausses accusations, des faux procès, comme ils le faisaient pour Trump. Hein, c'est toujours la même façon d'agir, vous savez, toujours la même inversion accusatoire. Donc je vous demande de faire attention là-dessus. C'est toujours la même procédure qui est faite d'inversion accusatoire, alors que la corruption, comme je voulais vous montrer, est présente chez Lula et pas chez Bolsonaro. Donc il y a un tweet intéressant, rigolo de Ségolène Royal, par exemple, et de plein de politiques euh, qui, euh, qui montrent leur soutien à Lula, qui elle avait une deuxième ligne qui expliquait en défense de la démocratie. Et donc, je lui ai fait une blague. Je lui ai dit, bah voilà, moi j'ai un code promo sur mon livre, hein, qui s'appelle Bolsonaro, mythe et mensonge. Donc, ceux qui ne connaissent pas Bolsonaro ou qui connaissent seulement la vision des mainstream médias, je vous demande pas de croire, je vous demande seulement de rechercher, d'étudier, de lire mon livre et de voir est-ce qu'il y a un autre point de vue, est-ce que c'est tout noir ou tout blanc. Voilà, il y a certainement des aspects que vous n'avez pas vus. Et donc, du coup, je lui ai fait une blague. Je lui ai dit, voilà, un code promo. En mettant le code promo, je peux prolonger aussi ce code promo si vous voulez. Voilà, vous mettez communisme narco et vous aurez un prix spécial Hmm. socialiste. Voilà. Donc, juste avant de continuer, donc je vais répondre quand même à quelqu'un qui regarde régulièrement les émissions qui s'appelle Cassos. Donc, pourquoi on ne parle pas des grèves pour la retraite en France? Parce que ça heurte les investisseurs, c'est ça, donc ça veut rien dire. Non, ben, allez faire la grève, voilà, pour les retraites, c'est important. Et on fait tout simplement une émission pour parler quand même d'autres sujets, comme par exemple le Brésil, vu que c'est une situation qui est quand même assez importante, surtout avec tous ces la base étant les résultats obscurs des élections et le fait que là, il y a donc des soulèvements populaires de plus en plus importants. Mais donc, j'aurais une question, Antoine, c'est donc même si Bolsonaro donc, a perdu les élections présidentielles, Mhm. est-ce que
au niveau donc de la politique locale, est-ce que Bolsonaro a perdu énormément de soutien? Est-ce que Lula a Oui. aussi pris le pouvoir dans les politiques locales? Parce qu'il y a aussi des élections locales qui ont lieu. Et ça peut peut-être être représentatif de la différence entre l'image créée par les médias qui montre que Lula est un héros soutenu par l'intégralité du peuple, et peut-être que le peuple finalement soutient en tout cas le travail et les résultats de Bolsonaro. Quels sont les résultats sur la politique locale? Alors déjà, la majorité du Congrès est détenue par le Parti libéral, qui est le parti de Bolsonaro. Donc ça, c'est un point très intéressant aussi pour essayer un peu de contrebalancer. Mais on a ce suprême tribunal fédéral qui a été nommé par le parti de Lula durant toutes ces années qu'ils étaient au pouvoir. Et donc ils font passer en force, en fait, ils ne vont pas du tout écouter le Congrès, ils font passer en force leurs réformes, etc. Et ils censurent aussi les politiques, les politiciens qui sont de l'opposition et qui ne peuvent plus avoir un débat contradictoire, que ce soit sur Twitter, ils sont censurés par ce ministre Alexandre de Moraes, donc c'est compliqué. Mais au niveau de la popularité, on avait par exemple déjà le 5 janvier Geraldo Alckmin, qui est le vice de Lula, qui était dans un restaurant à Brasilia avec Alexandre de Moraes, et ils se sont fait quasiment lyncher, hein. Donc il y a des gens qui crient, qui leur jettent des cuillères. Donc voilà, la popularité, on le voit, hein, qui est aimé, qui est respecté. Bien sûr, à chaque fois, il y a toujours un ou deux déséquilibrés quand Bolsonaro se présente, qui, qui l'insulte d'homophobe ou de génocidaire. Mais je vous expliquais que c'est totalement ridicule. Par exemple, sur le terme génocidaire, c'est lui qui a acheté des millions et des millions de doses de vaccins, même si c'était pas obligatoire. Donc voilà, ça c'est un point sur lequel on peut réfuter rapidement. Donc voilà, la popularité de Bolsonaro est vraiment extrêmement forte, hein. Il était allé même aux États-Unis quand il est allé à Orlando, il y a une communauté brésilienne très nombreuse là-bas. On voit des vidéos entourées par la foule, même avec une centenaire aussi qui était là, qui a fait une jolie photo. Donc non, non, Bolsonaro est reconnu justement pour ses résultats économiques, ses résultats sociaux aussi, énormément qui a été fait, hein. L'accès à l'égout pour les favelas, les viaducs dans le nord, Mm. etc. On a énormément de progrès sociaux, des aides aussi Mm. financières, aussi le Mais Brésil, etc. donc là, il y a une question, parce que donc là, tu nous parles donc du soutien populaire, mais ma question, Oui. c'est en termes politiques, et surtout le parti politique donc, de Bolsonaro. La question qui a été posée, c'était donc, est-ce que la nouvelle Assemblée, donc Chambre haute et basse, va-t-elle pouvoir faire contrepoids à ce qu'il se passe avec l'élection de Lula? Comment ça se passe? Non, non, parce que nous sommes dans une dictature, c'est ce que j'avais abordé auparavant. Déjà avant les élections, et cela avait déjà répété par José Dirceu, qui est un, un politicien corrompu du parti de Lula, il l'avait expliqué déjà à l'époque. Il a dit, nous, on ne va pas gagner l'élection, on va la prendre, on va aller la chercher. Donc déjà, elle n'a pas dit on va gagner l'élection. Non, on dit une élection, ça ne se gagne pas, cela se prend. Voilà ce qu'il a dit exactement. Une élection, ça ne se gagne pas, cela se prend. Et aidé par Alexandre Dumoulin, qui dirige le tribunal supérieur électoral, on a eu toute une censure avant déjà le premier tour, avant le deuxième tour, avec toute une manipulation des mainstream médias. Mais déjà aussi durant les 4 années de Bolsonaro, on avait énormément de désinformation, voilà, comme quoi Bolsonaro est génocidaire, comme quoi Bolsonaro, vous allez sur les médias internationaux, comme quoi l'Amazonie flambe, etc. Donc on a toute une structure internationale de médias et de corrompus qui font une inversion accusatoire, comme je vous expliquais. Mais cette dictature s'est accentuée entre le premier et le deuxième tour. Et là, depuis l'investiture de Lula, cette dictature est vraiment devenue très ferme, avec l'emprisonnement aussi de ces 1200 manifestants, hein, la mort de deux, on a expliqué, il y a des enfants aussi enfermés, et la censure de journalistes, la censure Mm. d'hommes politiques, de députés. Donc on est vraiment rentré dans une dictature dans laquelle l'opposition n'a plus de voix sur les réseaux sociaux, n'a plus de voix aussi au Congrès, parce que au lieu de passer par le Congrès, il passe directement par le suprême tribunal fédéral pour se D'accord. faire passer en force. Et donc, on est dans une dictature communiste qui est le désir qu'il voulait faire depuis des années.
Et ils C'est-à-dire ne que, vont pas c'est-à-dire que ce ressortir du pouvoir. tribunal a vraiment un pouvoir de décision donc suprême sur la majorité des décisions politiques en cas de décision à l'Assemblée? Oui, normalement, il ne l'a pas, mais il le prend par la force. Et on a des fois le Congrès, par exemple, entre le premier et le deuxième tour, par exemple, vous aviez le Parti libéral qui a posé des questions sur les urnes électorales. Plutôt que d'être répondu, ils se sont vus imposer des amendes extrêmement élevées, de 22 millions, plutôt qu'une réponse sur la sécurité, par exemple, des urnes électroniques. Et à chaque fois qu'on a des questions apportées par l'opposition, ils sont tout de suite censurés, ils sont tout de suite dans ce processus d'inversion accusatoire, accusés de propager des fake news. On a aussi des lois ici au Brésil sur ne pas propager des fake news, alors que parler de corruption, par exemple, le seul terme corruption, par exemple, entre le premier et le deuxième tour, lors des débats, Bolsonaro était interdit et d'autres politiques étaient interdits d'utiliser la phrase corruption associée avec Lula. Donc on avait le tribunal supérieur électoral qui imposait aussi les termes de l'élection. Et donc on a cette dictature terrible qui pèse et qui pesait déjà avant sur Donc ça, Bolsonaro ça a durant été les vraiment élections. officiellement acté Oui, par le tribunal, par exemple, le fait de ne pas pouvoir prononcer certains mots. D'accord. Alors, oui, avant oui, juste que tu continues, parce que donc là, il semblerait que donc dans le chat, on ait quelqu'un qui soit totalement partisan de Lula, et donc ça peut être très intéressant. tout à fait. Parce que c'est Sandra Carmen qui dit il faut juger les gens d'après ce qu'ils disent. Lula tient des propos équilibrés. Bolsonaro est juste un fanatique essoufflé qui crie contre ses ennemis. Donc j'invite. Alors Lula attends, justement excuse-moi, disait, Antoine. ouais, Lula disait de Excuse-moi. censurer les médias. Ouais. Mais Lula alors, disait de censurer les excuse-moi, médias. Antoine, Il a donc toujours. j'invite cette personne, Sandra, donc à poser des questions à Antoine, parce Oui, que en tout cas, moi, je suis pas avec grand pro-Bolsonaro, plaisir, avec grand plaisir. et qui permettrait justement d'avoir donc un débat intelligent. Tout Donc, à s'il y a fait. des commentaires particuliers, n'hésitez pas à poser vos questions en tout cas. Donc voilà. Mais donc, quelle va être à ton avis donc la suite de la situation suite donc à cette insurrection? Est-ce que c'est quelque chose qui risque de faire un peu comme aux États-Unis, c'est-à-dire Tout que à fait. ça a calmé hein, quand même la population et que finalement le pouvoir a quand même été pris. Je veux dire, même là, avec on a quand même si là on a eu des révélations extrêmement importantes avec les fameux Twitter Files qui montrent l'ingérence en fait justement de l'État profond américain sur les réseaux sociaux pour censurer justement Trump, et on se rend compte que des accusations qui ont été très dommageables pour lui lors des élections étaient en fait totalement infondées. Euh, Tout à fait. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans les mois à venir pour la population brésilienne? On va avoir des manifestations qui vont continuer à augmenter. On a déjà des cas de corruption, ça fait déjà 10 jours. On a la ministre du Tourisme qui a payé pour une graphique, pour des flyers faux, en fait des flyers fantômes, plus d'1 million. Donc on a déjà de la corruption qui arrive en peu de jours. Ce sont les mêmes qui reviennent, les mêmes corrompus, les mêmes condamnés qui reviennent au pouvoir. Donc la population est totalement révoltée contre ça. On va avoir des manifestations qui augmentent de plus en plus. Donc on va avoir une révolte des manifestants qui va augmenter, mais on a une censure aussi qui a augmenté. Simplement, en quelques jours, vous voyez qu'énormément de comptes ont été fermés, énormément de réseaux sociaux ont fermé tout ça. On va voir comment ça va évoluer aussi. Elon Musk qui a viré toute l'équipe de Twitter au Brésil, donc on va voir comment ça va s'organiser. Mais c'est quand même ce directeur du tribunal supérieur électoral qui a demandé à Twitter de suspendre les comptes, de les retirer. Donc lui il reste au pouvoir et c'est lui qui ne respecte pas la Constitution. C'est lui. Donc déjà de toute façon, le Brésil n'est pas en démocratie déjà avant les élections parce que ce directeur du tribunal supérieur électoral était lui tout le temps dans l'ingérence et Hmm. était déjà avec une milice qui emprisonnait ce député Daniel Silveira qui l'a dénoncé. Donc on avait déjà cette censure très forte et on avait déjà cette ingérence. Donc on ne peut pas parler de démocratie. Cela a été volé, les élections ont été volées. On est aujourd'hui dans une dictature communiste qui réprime avec 2 morts parmi ces 1200 manifestants. Donc voilà, avec des narcotrafiquants qui font la fête. On a aujourd'hui à Rio plus de soldats du crime que de policiers. Donc ils sont contents, Hmm. ils sont heureux avec Lula. Hein. Lula qui veut aussi libérer les drogues. On sait ce qui se passe avec Maduro, qui c'est Mais alors, directement libérer les l'armée drogues, qui c'est-à-dire distribue les drogues.
qu'est-ce qui te permet de dire ça? Est-ce que c'est suite à des discours directement de Lula? Parce que donc là, il y a la personne, Carmen, qui a posé une question, bon, malheureusement, qui est un peu trop large. Dommage qu'il n'y ait pas de questions plus précises. Faut ne pas hésiter à poser des questions précises. Et il y en a une autre que j'aurais à te poser. Parce que c'est une question pour Antoine. Donc, pourquoi n'es-tu pas ouvert par rapport à Lula? Pourquoi refuses-tu de reconnaître du sens dans ses discours? Donc là, ma question, ce serait plutôt, je vais peut-être la reformuler, c'est selon toi, et là, les personnes pourront être les seuls juges par rapport à la réalité et vérifier, c'est quel est le discours justement de Lula. Alors, est-ce que Ok, parce que ok, peut-être que tu pourrais tomber aussi, ok. j'espère pas, mais dans une caricature, j'espère qu'il y aura pas de, je pense pas qu'il va s'exprimer comme un pur homme corrompu. Quel est justement le discours de Lula? Par exemple, là, tu parlais des drogues. Est-ce Alors que c'est quelque chose qu'il a dit ouais. ouvertement? Alors oui, alors quand le micro est fermé, il y a énormément de vidéos où il le dit, ah ben, je ne pensais réellement pas qu'on allait gagner l'élection. Il y a énormément de vidéos fermées, donc je vous invite à regarder ces discours et à regarder quel personnage c'est. Première chose, il s'est vanté, déjà si vous faites un peu de recherche au niveau de la morale, lors de sa jeunesse, il violait des chèvres. Il violait des chèvres. Recherchez, recherchez. Lula violait des chèvres dans le nord du pays. Quel type de personnage? Est-ce qu'il a Quel été type de condamné pour ça ou personnage? est-ce que c'est quelque Il chose s'en est, non, que... il s'en est vanté, il l'a expliqué. Il n'a pas été condamné pour énormément de choses qu'il a fait. Il a expliqué que à cette époque, c'était plus libre, ils étaient jeunes. Rechercher déjà à ce premier point, rechercher sur le personnage. Sur les discours du personnage, moi, ces discours, je les écoute. Et lorsque certaines personnes me parlent de, par exemple, à l'époque de l'insurrection au Capitole, aux États-Unis, certaines personnes disent, vous avez vu le discours de haine de Trump, alors que c'était l'inverse, justement. Moi, je leur dis, ben moi, j'ai écouté le discours de Trump. Au contraire, il demandait à ne pas de violence, il demandait à rentrer chez soi. Justement, moi, j'écoute les discours des deux côtés. Alors, sur le discours de Lula, on a tout à fait un discours, lui-même le dit qu'il va censurer les médias, et il le disait avant. OK? Il disait qu'il était en faveur de l'avortement, il le disait avant. Il disait qu'il était en faveur de la libération des drogues, il le disait avant. Donc oui, ils veulent Hmm. libérer euh, le, Alors peut-être qu'il la faudrait faire marijuane, une ils veulent petite libérer. précision, excuse-moi de te couper, c'est que par exemple pour le sujet de l'avortement, ce serait un sujet très important comme aux États-Unis parce que c'est un pays qui est très croyant, donc c'est un véritable sujet qui amène à de forts débats. Donc là, il y a une question qui est vraiment pertinente, Mhm. c'est donc de Eddy, je croyais que dans la constitution brésilienne, une personne avec un casier judiciaire ne pouvait pas se présenter pour des élections. Est-ce que vous Tout à pouvez fait. confirmer? Oui, je l'ai expliqué. On est dans une totale ingérence du tribunal supérieur électoral qui ne respecte plus les lois et qui ne les a jamais respectées durant toutes ces années, hein. Vous savez, c'est un petit peu comme dans d'autres pays, vous pouvez le voir, hein, certains politiques corrompus qui ne respectent pas la Constitution et qui va jusqu'à emprisonner un Oui, mais député comment c'est qui possible la qu'il se dénonçait présente sur. si c'est inscrit dans la constitution qu'il ne peut pas se présenter? Comment ça se Mais fait? parce qu'ils s'en foutent de la Constitution, ce juge, ce ministre se torche les fesses avec la Constitution. Il n'en a rien à cirer C'est de quoi? la C'est-à-dire que Constitution. Alexandre de Moraes a donné une autorisation à Lula pour se présenter? Est-ce que c'est directement ça? Oui, et les ministres du tribunal supérieur fédéral ont fait, ont sorti un tour de passe-passe en disant que dans une autre juridiction, Lula aurait dû être jugé. Et donc maintenant, et Lula lui-même s'en moque, hein, il le dit, je suis l'âme la plus honnête du Brésil. Je suis l'âme la plus honnête du Brésil. Donc ils se foutent du monde. Ils se foutent du monde. Hmm. D'accord. Et donc, est-ce que tu pourrais, vu que là on a quand même beaucoup parlé, donc Alexandre de Moraes, est-ce que tu pourrais présenter succinctement le personnage qui semble quand même assez important aujourd'hui dans la situation politique au Brésil? Oui, tout à fait. Ben, alors, il avait été, Alexandre de Moraes, il a été nommé par le parti de Lula, hein. Par contre, c'est un ancien avocat du Primeiro Comando Capital. Primeiro Comando Capital, c'est un groupe mafieux de narcotrafiquants. Et, euh, et Lula et son parti, dans les années 50-60, lorsqu'il voulait instaurer une dictature communiste au Brésil, il s'alliait avec les narcotrafiquants. Vous savez un peu, vous avez l'exemple en Colombie des FARC, hein, qui sont alliés avec les narcos pour avoir un territoire qu'ils dominent comme un État narco, hein. Et donc au Brésil, c'était la même chose qui était voulue. Et donc depuis cette époque, ils ont des liens très forts, hein, le parti de Lula avec les narcotrafiquants. Et on a les narcotrafiquants qui votent, qui sont autorisés à voter
dans les prisons, et on a leurs votes qui sont tous en faveur de Lula. Donc on a véritablement le crime organisé, et même on a celui qui est la tête du crime organisé qui avait été emprisonné il n'y a pas longtemps, qui revendiquait son appui à Lula. Donc on a tout ce crime organisé qui est en faveur de Lula, parce que même durant le Covid, hein, on a eu le tribunal supérieur fédéral qui a interdit aux policiers d'entrer dans les favelas en prétextant que c'était pour qu'ils n'attrapent pas le Covid. Mmh. Donc on a toute cette dictature du judiciaire qui ne respecte pas la Constitution et qui empiète sur les autres secteurs, qui empiète sur les régions, qui empiète sur le pouvoir fédéral, et qui est totalement corrompu et qui travaille pour le crime organisé et pour le parti de Lula. Donc Mmh. c'est terrible, c'est terrible. Et ce Mmh. sont des liens qu'il faut questionner, et lorsque Ségolène Royal et d'autres montrent leur appui à Lula, il faut leur montrer ces liens qui existent entre les narcotrafiquants et la dictature qu'ils veulent imposer, la censure, l'idéologie du genre. Donc aujourd'hui, on a des toilettes dans lesquelles les trans peuvent entrer. Donc, vous avez un homme avec un pénis qui peut rentrer dans une toilette de femme. Ça a été il y a quelques jours autorisé ici. Donc, c'est terrible. On est Mmh. dans cette gauche folle, extrême, Dans la qui gauche progressiste, présente d'accord. Mmh. la gauche Euh, extrême, radicale, corrompue, qui nous présente, nous, la majorité, comme des extrémistes, alors que c'est l'inverse. Nous mmh. sommes pour le respect des valeurs traditionnelles de la majorité. Comme Bolsonaro. Dieu, Et patrie, famille, liberté. donc là, il y a un commentaire de la personne qui est donc, il semblerait donc pro Lula, qui dit quelque chose qui peut, à mon avis, amener à une discussion intéressante. C'est donc par rapport à la position du peuple qui peut soutenir Lula ou non. Il y a toute une population qui vit et qui travaille, qui vote Lula, en majorité dans le Nord-Est. Et alors, Non, là, c'est faux. Là, justement, c'est faux. Parce que, justement, dans ces régions-là du Nord-Est, c'est justement dans cette région que Bolsonaro a construit les viaducs d'eau. Donc, je vous ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo. Durant des années, Lula promettait de créer des viaducs, de construire des viaducs, mais ça n'a pas été fait parce qu'il voulait que les habitants continuent à payer des camions citernes pour les mafias de Lula. Et donc, ces viaducs n'étaient jamais construits. Et vous avez de la publicité qui n'a pas été faite dans ces régions. Justement, le directeur du tribunal supérieur électoral, Alexandre Dumoulin, n'a pas envoyé les publicités électorales pour Bolsonaro dans toutes ces régions du Nord-Est. On a toute une corruption qui a été prouvée dans ces régions du Nord-Est, et beaucoup de citoyens brésiliens qui réclament justement dans ces régions du Nord-Est que leur vote a été volé, qu'ils se sont présentés, et que justement on leur disait au bureau de vote que quelqu'un avait déjà voté pour eux. On a ces régions qui justement ont les plus grandes irrégularités de vote. Donc c'est terrible. Ces régions-là qui, normalement, lorsque Bolsonaro allait là-bas, ils avaient des milliers de personnes qui étaient autour de lui, qui manifestaient justement qui ont été gagnés par Bolsonaro, justement, avec ses progrès sociaux, avec ses installations de viaducs. Donc, c'est très bizarre que ces régions-là, très pauvres, qui aujourd'hui commençaient à s'améliorer, à avoir au moins des infrastructures basiques, ont été volées. Donc voilà, là-dessus, il y a beaucoup d'irrégularités. Attention, ne dites pas que mmh. ces régions ont toujours été de gauche. Elles commençaient justement à être gagnées par Bolsonaro avec ses réformes sociales. Et donc Bolsonaro est quelqu'un qui fait du social, qui n'est pas un extrémiste, qui est du centre. Mmh. Très important à Et, répéter. et donc là, on a parlé donc du soutien du peuple envers Bolsonaro ou Lula. Donc, quelle est la position de l'armée majoritairement, étant donné que donc il y a eu un commentaire qui était pertinent de la part des médias, c'était que par exemple pour l'insurrection qu'il y a eu encore une fois à Brasilia au palais présidentiel, il semblerait, d'après les informations occidentales, que les militaires, on parle de plus de, je crois, 20 000 personnes qui étaient, enfin 20 000 militaires qui étaient sur place, ou en tout cas des forces de l'ordre, et qui ont laissé les fameux manifestants extrémistes, etc., venir. Donc, qu'est-ce que tu aurais à répondre sur ça? Est-ce que l'armée soutient Bolsonaro? Parce que tu parlais aussi du fait que le ministre donc, du tribunal suprême utilise justement les forces de l'ordre comme une sorte de Gestapo. Ah, donc là maintenant il y a un écho, je crois que tes écouteurs sont déconnectés. Je suis désolé. J'ai un souci de micro. Attendez, je vais remettre 2 secondes.
Donc, en attendant qu'Antoine mette ses écouteurs, n'hésitez pas à poser plus de questions. On va bientôt arriver Est-ce qu'on à la m'entend à fin. nouveau? Est-ce qu'on m'entend? Non, pour le moment. Enfin, on Est-ce qu'on t'entend, mais m'entend? par le téléphone. Est-ce qu'on m'entend à nouveau? Donc, nous, on Est-ce qu'on t'entend. m'entend? Allô, est-ce qu'on m'entend? Ou est-ce qu'on m'entend? Oui, enfin, on t'entend, mais je ne sais pas si toi, tu nous entends. Et en fait, on a même un écho. Ah, j'entends, ouais, j'entends. Non, mais je vais en... Ok, super. Le, Alors, sur l'armée, on a les généraux en fait qui ont trahi, hein. On pensait que les généraux étaient en faveur de Bolsonaro, mais les généraux qui normalement auraient dû empêcher Lula justement d'arriver au pouvoir, eh bien les généraux, on m'entend? Oui, oui. N'hésitez pas à confirmer ou pas si le son est bon. Moi, en tout cas, je t'entends bien. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Le problème, c'est que je crois que tu nous entends pas, Allô, est-ce qu'on Antoine. m'entend? Est-ce qu'on m'entend? On m'entend? Oui, oui, on t'entend, Antoine, mais je crois que Ah c'est ok, toi qui moi nous entends j'entends de pas. vraiment très loin, mais c'est pas grave. Alors Hmm. les généraux qui normalement appuyaient Bolsonaro et auraient pu empêcher Lula d'arriver au pouvoir, hein, n'ont rien fait du tout. Et donc, par contre, vous avez beaucoup de soldats qui, eux, sont révoltés par la situation. Si vous voulez, à partir du grade de capitaine en dessous, eh bien, ils sont révoltés par la situation, un peu comme les ouvriers, un peu comme les autres classes sociales, hein, qui n'acceptent pas la corruption, qui sont des travailleurs honnêtes et qui sont révoltés par ce qui est en train de se passer. Donc c'est terrible. Oui, les militaires, dans leur majorité, appuient Bolsonaro. Par contre, on a des généraux qui sont dans des grades vraiment très élevés et qui sont très bien installés, qui sont confortables, qui veulent jouer simplement au club militaires, le ping-pong le week-end et qui ne veulent pas prendre de risques et qui se sont assis sur leur éthique malheureusement et qui n'ont plus de moralité, qui ne sont pas prêts à défendre la démocratie qui a été violée, qui a été volée par les ministres du tribunal supérieur fédéral, malheureusement. Hmm. D'accord. Donc là, il y a une question qui est très intéressante. C'est donc Rachid qui pose la question, qui permettra, à mon avis, de mettre plus d'objectivité et vérifier si tu es un pro-Bolsonaro fanatique, comme le dit Sandra, ou non. La question de Rachid est plutôt simple, c'est quels sont les reproches que l'on pourrait faire donc, sur en fait, le bilan économique ou social de Bolsonaro. Est-ce que, n'empêche, même si Bolsonaro semble avoir eu un bon bilan économique, parce que tu le relais en tout cas régulièrement et on peut le vérifier, il y a quand même de très bons scores en termes d'inflation, de niveau de vie. Normalement, je vous laisse tous vérifier ça. Est-ce que il y a des choses qu'on peut reprocher à Bolsonaro, par exemple, même dans le milieu de, on va dire, que les médias dominants appellent les complotistes, ou qu'on nous, on peut appeler les Ça, c'est... dissidents. Beaucoup de gens, à la base, Oui, je soutiennent peux. plutôt Bolsonaro. Et sa position, par exemple, sur le Covid avait été très particulière et pas mal critiquée. Mais qu'est-ce qu'on Ben, pourrait je vais objectivement répondre. reprocher? Alors, il y a différents points. Je peux commencer déjà sur le Covid. Alors, c'est lui qui a acheté des millions et des millions de doses, hein. Par contre, il a dit que ce n'était pas obligatoire. Vous étiez libre d'en prendre ou pas. Il a aussi parlé de l'hydroxychloroquine, hein, que lui On va avait faire prise. attention aux termes qu'on utilise avec les algorithmes YouTube. Donc, Tout à fait. Tout à, voilà. tout à fait. Non, mais je vais être juste rapide sur ce point-là. C'est pour ça que voilà, je l'ai Mm. déjà passé. Donc voilà, il a acheté énormément de doses, mais il a dit que c'était pas obligatoire et il a dit aussi de faire attention et qu'il y avait d'autres traitements, etc. Donc sur ce point-là, Mm. et il n'a rien fermé aussi. Voilà, ça a été le Brésil s'est décentralisé et le même tribunal supérieur fédéral a donné plus de pouvoir aux régions qui ont du coup volé énormément plus, qui ont du coup détourné de l'argent que Bolsonaro et le gouvernement, l'exécutif, hein, le gouvernement fédéral avait libéré pour qu'ils équipent les hôpitaux, etc. On a par exemple le gouverneur de Rio qui a été emprisonné, qui a détourné, qui a superfacturé des ventilateurs, etc. Mais Bolsonaro a fait sa partie. Hein, donc là-dessus, on ne peut pas l'accuser d'être génocidaire. Voilà. Par contre, comme la gauche, si vous voulez, durant des décennies a dominé, il y a beaucoup de fonctionnaires publics aussi, et domine aussi en termes d'idéologie les universités. C'est pour ça qu'un philosophe comme Olavo de Carvalho est intéressant à étudier parce qu'il a dénoncé dans la culture aussi la dominance du marxisme, hein, la dominance de cette idéologie de gauche qui dans lesquels baignent les gens en fait sans s'en rendre compte. Donc il y a énormément de travail à faire déjà en termes de culture. C'est difficile pour Bolsonaro
dès le début de faire ça. Ce que lui a reproché, par exemple, Olavo du Carvalho, c'est de ne pas faire ce que fait actuellement la gauche. C'est plutôt que de respecter la Constitution, ce que la gauche ne fait pas, ce que le directeur du tribunal supérieur électoral ne fait pas, faire ce qu'eux sont en train de faire maintenant, mais non en inventant des fausses accusations, mais en utilisant les vraies, c'est-à-dire en respectant la Constitution, tout simplement, en empêchant Lula de se présenter parce qu'il a des cas de corruption, en empêchant aussi certains politiques qui ont été corrompus de continuer au pouvoir, en simplement restaurant la loi et l'ordre, ce qui n'a pas été fait. Il a dû jouer avec le Congrès, avec le Parlement, avec beaucoup de membres politiques qui étaient au pouvoir avant lui, mais qui sont corrompus. Donc il arrive déjà dans un milieu où il a tout l'establishment contre lui. Donc un homme seul ne peut pas lutter contre un système totalement corrompu, totalement vicié, et en étant attaqué aussi de toutes parts par les médias tous les jours qui inventent des fausses histoires sur lui. Donc c'est compliqué. Si on peut lui reprocher quelque chose, oui, on peut lui reprocher peut-être de n'avoir pas été plus radical, mais justement, il voulait une image de gestionnaire, il voulait une image de gérant. Justement, c'est ce qui a fait qu'il a des bons résultats en termes de construction de viaducs, en termes de construction d'infrastructures, mais on pourrait lui reprocher en termes de combattre l'idéologie, par exemple dans le ministère de l'Éducation. Il a fait énormément de changements là-dessus, mais c'est difficile parce que le parti conservateur, entre guillemets, il n'y a pas de parti, mais cette aile, l'idéologie conservatrice, si vous voulez, au Brésil est très récente et très nouvelle. On a eu une domination totale de la gauche durant des décennies au Brésil, et donc c'est difficile de faire émerger ces nouvelles idées. On a énormément de Brésiliens qui se sont réintéressés à la politique grâce à Bolsonaro. Pourquoi? Parce qu'il ramenait des valeurs de conservateurs qui n'étaient pas reconnus auparavant, qui n'étaient pas mobilisés par d'autres politiques et qui ont fait que beaucoup de Brésiliens se sont réintéressés à la politique, réintéressés au rôle de la famille, contre l'idéologie du genre, à la défense des valeurs traditionnelles, contre l'avortement, par exemple. On a contre la libération des drogues, pour nos libertés qui ont été sévèrement attaquées durant le Covid. Donc voilà, on a cette idéologie de conservateurs, avec énormément d'opportunistes aussi qui sont arrivés avec leur chaîne YouTube en demandant des donations, etc., mais qui étaient plus pour diviser le parti de Bolsonaro que créer une véritable réflexion philosophique sur le long terme et construire sur le long terme. Donc on a aussi énormément d'opportunistes qui sont arrivés, et donc c'est difficile sur le long terme de créer aussi au niveau culturel des écrits. Par exemple, Olavo de Carvalho, qui est un philosophe brésilien des plus connus, disait que si vous faites une thèse à l'université anticommuniste, elle ne sera pas approuvée. Donc, vous avez déjà aussi une direction des universités qui est totalement de gauche. On a tout un système de la culture qui est à gauche depuis des décennies et des décennies. Donc, c'est difficile de faire changer cette mentalité, mais c'est possible peu à peu. Donc, pour Bolsonaro, c'est difficile d'avoir à jongler en même temps avec un congrès rempli de corrompus et qui a aussi des cas de corruption, énormément de procès qui sont chez les bureaux du tribunal supérieur fédéral. Donc, ils sont tenus, si vous voulez, par ces scandales par le tribunal supérieur fédéral, beaucoup de députés du Congrès avant que Bolsonaro arrive. Donc, voilà, il a jonglé avec tous ces politiciens du Congrès qui sont corrompus avant son arrivée. Et donc, c'est difficile de faire changer tout ça. Voilà, vous imaginez. Et il semblerait qu'il ait quand même été vivement critiqué. Et là, je serais curieux d'avoir ton avis parce que il faudra, je pense, sourcer tes propos si tu es contre. C'est que un des arguments principaux utilisé contre Bolsonaro, c'était par exemple le bilan écologique, en expliquant que la déforestation entre 2019 et 2020, je crois, avait augmenté de plus de 50%, que l'état de l'Amazonie avait empiré ou était dans un état catastrophique. En plus, Bolsonaro est un climato-sceptique, etc. Bon, après ça,
ces accusations-là, c'est pas forcément le plus important, surtout en termes de chiffres. Il semblerait que le bilan écologique ne soit pas forcément très bon. Est-ce que tu penses que c'est intégralement faux? Est-ce que c'est vrai, que c'est quelque chose qu'on peut lui reprocher? C'est intégralement faux et je vais donner les chiffres ici qui sont sourcés, hein. Alors, je vous demande de rentrer sur la FUNAI, qui est la fondation de l'Indien, hein. La déforestation illégale a baissé de 33% entre 2019 et 2021. Donc, on a plus de 160 000 km² de forêt qui ont été récupérés. En 2020, cela équivaut à la taille de la Tunisie. Donc, 160 000 km² de forêt en récupération, hein. Alors, vous avez aussi voilà, la moyenne de déforestation du gouvernement Bolsonaro, la moyenne de déforestation chez Bolsonaro, 55% inférieure à la moyenne des 3 premières années de Lula. Donc voilà, il y a Bolsonaro aussi qui avait répondu à Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio qui est un gauchiste fou, hein. Donc Leonardo DiCaprio qui partageait des fake news, qui avait Il mis n'est pas fou, il a une juste photo. du mal à garder une petite amie au-dessus de 20 ans. Donc c'est juste ça son problème. Alors il avait partagé, Leonardo DiCaprio, une photo de 2003 en disant que la forêt brûlait sous Bolsonaro. Bolsonaro a répondu à ça. Justement, qu'est-ce que Bolsonaro avait répondu? La photo que tu as publiée pour parler des feux en Amazonie date de 2003. C'est une désinformation que tu es en train de faire, mais moi, je te laisse parler. Moi, je ne vais pas te censurer. Par contre, certains citoyens brésiliens, en fait, ce ne sont pas des citoyens brésiliens, ce sont ceux qui dirigent le tribunal supérieur électoral qui censurent, hein, il le dit. Donc, certains citoyens, pour ce genre d'erreur, voudraient te censurer, mais moi, je suis contre cette idée tyrannique. Alors, je te pardonne. Bis du Brésil. Il montre en même temps qu'il est quelqu'un de chaleureux, de sympathique. Donc voilà, recherchez les chiffres et vous verrez, c'est tout sourcé, hein. Sur l'économie aussi, moi, je peux remonter principalement au début. Alors, sur les résultats économiques qui sont vraiment très bons et sur la digitalisation aussi du Brésil. Le Brésil, un pays digital devant les États-Unis et le Canada. Donc, on a énormément de progrès qui ont été faits par Bolsonaro, énormément de choses. L'extrême pauvreté, je vous ai dit, qui a baissé au Brésil, hein, qui est baissé de 22%, l'extrême pauvreté au Brésil entre 2019 et 2022, malgré le Covid, malgré la guerre en Ukraine, a baissé de 2019 jusqu'à 2022 de 22%, alors que dans le monde, elle a augmenté de 15%. Donc, regardez un petit peu ces données-là, et là, vous allez voir que justement, Bolsonaro a fait énormément de choses. Une aide pour que les familles les plus pauvres puissent acheter du gaz. Il a mis à zéro les impôts fédéraux sur l'essence, l'éthanol, le diesel, alors que les députés et sénateurs du parti de Lula se sont opposés à cette baisse. Vous avez les partis de Lula qui normalement devraient aider les plus pauvres, les démunis, mais qui s'opposent à une baisse d'impôt fédéral sur l'essence, l'éthanol et le diesel. Donc, c'est justement pour démontrer l'hypocrisie de ces partis. Je vous ai parlé des viaducs, des ponts qui avaient été construits, l'accès aux égouts pour les favelas. Vous avez aussi la démocratie, la bureaucratie, pardon, qui a énormément baissé. 24 heures aujourd'hui pour créer une entreprise, alors qu'il fallait 5 jours en 2019. Donc, énormément de faits. Hein, alors, je vais me permettre de te couper une seconde, parce que oui. bon, je ne sais pas si l'attitude de cette Sandra est sincère ou si ça veut fonctionner simplement dans le troll, mais dans tous les cas, ça permet d'avoir des questions qui sont intéressantes, parce qu'il ne faut pas avoir de parti pris fanatique, c'est certain. Il faut essayer d'argumenter. Donc là, pendant que Antoine, tu expliquais tes chiffres, donc là, je vais juste partager l'écran quelques secondes, ça ne durera pas longtemps. C'est ce qu'on va pouvoir voir ici, c'est une carte donc officielle qui montre les chiffres officiels donc de la déforestation. Donc évidemment pour Bolsonaro c'est marqué en rouge parce qu'il semble extrêmement méchant, mais on peut bien voir ici que la déforestation était inférieure donc lors du mandat de Bolsonaro que pendant la période de Lula. Donc là c'est quelque chose qui semble officiel, donc tu sembles avoir raison sur ça. Alors c'est vrai que là ils disent que le taux de déforestation a augmenté vers la fin de son mandat. Mais c'est vrai que par rapport aux chiffres des autres présidents, et comme par exemple Lula, ça n'a même rien à voir. Donc je vous laisse consulter ces chiffres-là. Donc évidemment, tout ce que dit ici Antoine,
vérifiez-le par vous-même. Il ne faut pas avoir une C'est confiance sourcé, oui, oui. Moi, ce aveugle. que je dis, c'est Voilà. sourcé. Mais c'est pour répondre à cette personne-là qui a raison d'interagir comme ça, qu'elle soit une personne qui essaie de troller ou non. Il ne faut pas avoir de parti pris, il faut essayer de garder un esprit critique. Voilà. Donc je te laisse Ici, on continuer. ne censure pas, ouais, on ne censure pas ici. J'avais un autre point aussi sur l'alphabétisation pour montrer aussi que Bolsonaro fait du social. Alors, il y a un système qui a été créé qui s'appelle le Graphogame. Graphogame, je vous invite à regarder, c'est une référence mondiale. L'alphabétisation se fait maintenant en 6 mois par rapport à 3 mois auparavant. Regardez là-dessus, voilà. Donc là, je pense que ce sera tout pour parler des chiffres parce que bon, c'est quelque chose que les gens pourront vérifier. Et de toute façon, donc il y a eu un commentaire aussi intéressant. C'est bon, ben, de toute façon, Bolsonaro n'est plus au pouvoir malheureusement. On va pouvoir arriver à une conclusion de cet entretien. Je vais te poser une question. Donc encore une fois, pour tous ceux qui nous regardent, mettez un pouce, n'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions avant la fin de cet entretien, n'hésitez pas à les poser. Donc moi, ma question, c'est simple, c'est donc Bolsonaro a perdu. On voit que c'est une situation assez similaire sur l'élection américaine avec Trump et Joe Biden. Il s'est fait voler, quoi. Il s'est fait voler. Il s'est fait voler. Mais donc là, il y a une enquête apparemment contre Bolsonaro. Est-ce que tu penses que, même si c'est une fausse enquête, est-ce que tu penses que c'est donc malheureusement terminé pour le mouvement de Bolsonaro? Est-ce que Lula restera au pouvoir? Est-ce que tu penses que la tension populaire va se calmer ou augmenter? Quelles sont tes prédictions pour les mois à venir? Encore une fois. Est-ce que c'est terminé pour Trump? Non, pas du tout. Alors, malheureusement, je serai obligé de te répondre. Alors, même si moi, je suis évidemment pas du tout pour Biden, c'est terminé pour Trump. Comme par exemple, pour par exemple, même en France, j'ai mal posé ma question. Même par exemple, excuse-moi, même par exemple en France, Macron a gagné, par exemple, c'est comme ça. Le pouvoir est pris et toutes les décisions avancent. Donc malheureusement, il n'y a rien qui a changé. On est d'accord et on est tous déprimés et tristes là-dessus de voir qu'un corrompu comme Lula a pris le pouvoir. Et on voit même quelque chose de vraiment fascinant, c'est que même avec les révélations qu'on a aujourd'hui, par exemple sur les élections américaines, en tout cas, il n'y a rien qui changera. Mais bon, donc je te repose la question, je vais te laisser répondre à la question. Est-ce que tu penses que ça va avoir une situation similaire où il peut y avoir un espoir si la population semble aussi en soutien, enfin à ce point-là au soutien envers Bolsonaro? Est-ce qu'il peut y avoir de plus en plus de tensions et qui sait peut-être Bien sûr, on l'a évoqué déjà plusieurs fois durant cet entretien, des manifestations qui vont augmenter. On a eu l'impeachment de Dilma Rousseff auparavant, donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible d'arriver. On a déjà certains cas de corruption, je vous ai expliqué pour le ministre du Tourisme, déjà en premier mois de gouvernement Lula qui arrive, donc le peuple est de plus en plus révolté. Par contre, vous avez une censure, vous avez une dictature qui devient de plus en plus forte, que j'ai détaillé aussi durant cet entretien. Donc, moi, par contre, je suis quelqu'un d'optimiste, quelqu'un de positif. De toute façon, ça fait du bien à la santé. Donc, il faut plus être optimiste que dans le monde de la collapsologie. Vous savez, ces personnes qui vous disent que tout va s'effondrer. Non, moi, je ne suis pas dans on appelle ça le malthusianisme. Non, je ne suis pas dans cette mouvance-là. Et donc, oui, je suis optimiste. Je pense que la vérité vaincra et que ça met du temps au niveau juridique, ça met du temps. Vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, Trump, il commence à être blanchi sur ce qui est arrivé au Capitole, alors qu'à l'époque, il disait sur Twitter, il avait été censuré, qu'il ne poussait pas à la violence, que l'ingérence des Russes, c'était une invention qui avait été créée de toutes pièces par Hillary Clinton. Donc vous avez la même chose ici au Brésil, une opposition qui crée de toutes pièces des enquêtes, une opposition qui crée de toutes pièces des fausses inculpations qui vont tomber d'elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas de fondement. Et durant les 4 ans de présidence de Bolsonaro, on a eu énormément de tentatives d'impeachment qui tombaient à l'eau parce qu'ils n'avaient pas de fondement. Et donc, comme je vous ai expliqué de façon un peu plus longue, je pense qu'il faut regarder ça sur le long terme. Et des fois, on est pressé, des fois, on est déçu, ce qui est normal. On s'est fait voler, donc c'est normal qu'on soit déçu. Par contre, sur le long terme, comme je vous ai expliqué, le mouvement conservateur ici au Brésil, il est récent, il est nouveau. Donc, de plus en plus de jeunes aussi, on a des jeunes députés comme Nicolas Ferreira qui sont dans l'État de Minas Gerais, qui ont été élus avec une majorité
écrasante avec des records de vote, qui est pour le parti de Bolsonaro et qui est un défenseur des valeurs de famille, de la transcendance, de Dieu, de la liberté, de la patrie, souverain. Donc, on a une nouvelle génération aussi qui s'est réveillée et aussi sur ce point-là, c'est important parce qu'eux sont beaucoup plus offensifs, sont beaucoup plus osés, sont beaucoup plus cinglants dans leurs attaques, dans leurs réponses. Et donc, sur ce point-là, si on regarde sur le plus long terme, je pense que c'est plus intéressant aussi de voir sur un horizon de temps un peu plus élevé. Et en voyant cet horizon de temps un peu plus élevé, je pense qu'on peut être confiant, je pense qu'on peut être on va dire, relativement optimiste, hein, voyant que quand même pas mal de gens se sont réveillés, pas mal de gens se distancient de plus en plus des médias mensongers, en tout cas remarquent cette hypocrisie, ce deux poids, deux mesures, et en tout cas, nous, on va continuer à montrer ce deux poids, deux mesures et à partager non pas notre opinion qui est rigide, qui est extrémiste, qui est pro-Bolsonaro, mais qui est simplement d'essayer d'apporter ce que les médias mainstream n'apportent pas. Et donc, je vous invite même ceux qui posaient des questions, qui dépeignent Lula comme quelqu'un de démocrate, je vous invite à regarder un petit peu son histoire, à regarder l'époque de tentative d'instauration d'une dictature communiste au Brésil. Donc, il y a toute une histoire. Il faut regarder ça sur le long terme. Parce que c'est justement depuis cette époque-là que ces communistes sont aujourd'hui déguisés en socialistes. Ils ont simplement mis un déguisement, mais ce sont les mêmes à l'intérieur. C'est comme une pastèque, si vous voulez. À l'intérieur, c'est rouge. Ils sont verts à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est rouge. Donc, pour expliquer un petit peu ce mème qu'on voit sur Internet, voilà, il faut voir sur un horizon de long terme. Et donc, moi, je suis quand même confiant. On a le Congrès, même si le tribunal supérieur fédéral ne va pas les écouter et va passer en force ce que Lula veut, on a quand même ce Congrès qui est majoritairement en faveur de Bolsonaro, et ça montre déjà que même si les élections étaient volées, par exemple dans l'État de Sao Paulo où j'habite, ceux qui ont voté pour le gouverneur de Sao Paulo, qui est du parti de Bolsonaro, on a une différence de 2 millions contre Bolsonaro, ce qui est extrêmement bizarre, parce que normalement, les personnes qui ont voté pour le gouverneur de Sao Paulo, qui est l'ex-ministre des infrastructures de Bolsonaro, auraient dû voter dans le même temps pour Bolsonaro pour président. Non, on a une différence de 2 millions de votes dans la région de Sao Paulo, donc on a énormément d'irrégularités, mais on espère que bientôt la justice finira par prouver cela. Il y en avait une grande réunion aussi de hackers qui, en moins de 1 heure, je crois que c'est la DEFCON que ça s'appelle, ils ont fait sauter toutes les urnes électroniques du monde entier en moins de 30 minutes. Donc voilà, les hackers qui sont réunis, qui ont fait sauter les urnes électroniques du monde entier en moins de 30 minutes. Je vous encourage à rechercher là-dessus. Ceux qui pensent que les urnes électroniques ne peuvent pas être hackées, c'est plutôt intéressant de vous poser une autre question, que tout est hackable, que tout est possible d'être hacké, que tout est possible d'être corrompu. Donc c'est plus intéressant de le voir de cette façon-là. Voilà. Après, sur le Brésil, moi je suis optimiste quand même sur l'économie. Le ministre de l'économie, Paulo Guedes, avait dit que le Brésil était condamné à croître dans les 10 prochaines années parce que c'était un pays qui a reçu le plus d'investissements directs étrangers. Énormément d'infrastructures qui ont été construites, qui ont été développées, des aéroports qui sont en amélioration, qui sont en train d'être réouverts. On a le réseau ferroviaire aussi, transport maritime. On a énormément de records aussi, encore cette année prévus de production de soja, de maïs, avec la réouverture aussi de la Chine qui finalement laisse un peu de côté le zéro Covid, cette politique folle. Donc on voit, moi je pense quand même un rebond pour donner un peu d'espoir peut-être aux Européens, aux Français qui sont dans la grisaille et qui sont tristouilles, qui pensent qu'on va descendre la pente. On peut le voir d'un autre côté aussi en pensant que la Chine va réouvrir, va rebooster un petit peu l'économie, que l'inflation commence à baisser très doucement, mais commence à baisser aux États-Unis, très doucement, mais à suivre. Donc, il faut quand même rester optimiste et voir, attendre, voir comment les marchés repartent. Mais en tout cas, au Brésil, ici, on est
il y a des investissements qui ont été faits sur le long terme Mm. dans les infrastructures. Et même s'ils vont voler, même s'ils vont censurer ce gouvernement Lula, il y a certaines choses qui sont difficiles quand même à bloquer, à empêcher. Donc voilà, moi je reste optimiste pour le Brésil et puis pour les conservateurs aussi qui sont apparus sous Bolsonaro et qui aujourd'hui sont plus présents, sont plus nombreux et leur voix aussi est plus entendue. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Antoine pour cet entretien et surtout cette note optimiste. Donc, n'hésitez pas à consulter le lien que vous pouvez voir à côté de son nom et aussi vérifier son livre sur Bolsonaro. Recherchez les sources par vous-même. J'espère que cet entretien vous a plu, que ça vous a donné une vision, un autre son de cloche comparé aux entretiens que l'on peut voir sur les médias occidentaux. Recherchez tout par vous-même, quand même, vérifiez les sources, c'est important. Bien sûr, donc même s'il y a une note positive pour l'économie, par exemple, du Brésil, n'oubliez pas que il y a quand même une crise en France qui est de plus en plus présente. Il va y avoir quand même une hausse. Il va y avoir une inflation, une hausse du coût de l'énergie, etc. Donc, n'hésitez pas à consulter tous nos liens en description. On met à votre disposition une formation gratuite en débancarisation. Vous pouvez regarder ça. Ça vous permettra de commencer à savoir comment protéger votre patrimoine. N'hésitez pas. Antoine, encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi, Je Raphaël. vous, Un plaisir. je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt, normalement jeudi, pour un entretien avec Jacques Carbot. Bonne soirée à tous. Au revoir. Ciao.